Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Éric Roussel, dont l'ouvrage François Mitterrand de l'intime au politique est réédité aux éditions Tempus en format poche. Éric Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, si votre ouvrage sort aujourd'hui en format poche chez Tempus de la collection Perrin, je suppose que c'est une biographie de François Mitterrand qui a été bien accueillie. Et il semble aujourd'hui d'ailleurs que votre livre soit considéré comme un ouvrage de référence sur François Mitterrand. Oui, là, enfin, c'est un peu, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais enfin, c'est vrai qu'il a été plutôt bien accueilli et de tous les côtés, finalement. C'est assez, ça m'a d'ailleurs un peu surpris du côté de, disons, quelques fidèles de François Mitterrand, parce que c'est un livre qui, je crois, n'est pas complaisant, qui comporte, il y a une certaine exploration, disons, des zones d'ombre de Mitterrand qui sont assez nombreuses. Mais je ne sais pas, enfin, ça a été considéré effectivement comme un travail crédible, et donc je ne peux que m'en féliciter. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En quoi l'enfance et la jeunesse de François Mitterrand, ainsi que ses premiers engagements politiques, ont-ils contribué à façonner plus tard l'homme politique de premier plan qu'il est devenu? Je crois que d'une façon générale, tous les, tous les gens s'expliquent par leur jeunesse, par leur milieu, sauf exception, c'est très rare que des gens échappent complètement à leur milieu. Alors après ça, ils évoluent dans un sens ou dans un autre, mais enfin, il en reste toujours quelque chose. Et pour Mitterrand, c'est tout à fait évident qu'il doit beaucoup à son milieu familial. Maintenant, il ne faut pas trop, si vous voulez, simplifier ce milieu. Il a eu tendance d'ailleurs à le simplifier lui-même. Il a décrit sa famille comme une famille, c'est une famille de moyenne bourgeoisie, petite bourgeoisie, des Charentes. Il l'a décrite comme extrêmement catholique. Alors, c'est vrai que c'était tout à fait exact en ce qui concerne ses parents, mais ce qu'il y a d'intéressant et ce qui peut expliquer aussi l'évolution de Mitterrand, c'est que du côté de son grand-père Lorrain, oui, Lorrain c'était son nom, non pas l'origine de sa famille. Du côté de son grand-père Lorrain, il y avait une tradition, c'était plutôt une tradition, disons, républicaine, un peu sans doute radicale socialiste, enfin quelque chose comme ça. Et tout le monde s'entendait finalement. Bon, c'était au fond c'est une famille finalement qui est très représentative de l'époque et du milieu. Il y avait beaucoup de familles où il y avait ces deux tendances. Alors c'est vrai que du côté Mitterrand, le côté catholique quand même était très, très prononcé. Et c'était des gens qui étaient très, oui, très croyants, très pieux, et qui vivaient d'ailleurs selon leurs principes. C'est ça ça a beaucoup marqué François Mitterrand. Alors ce milieu, il a évidemment, il, il l'a marqué et il ne l'a jamais renié. Alors la marque de François Mitterrand, c'est que, à la différence d'autres personnages plus ou moins importants, Mitterrand comment dire, il ne procédait jamais. Il a eu une évolution que l'on connaît assez bien, mais cette évolution ne l'a jamais conduit, si vous voulez, à renier ses engagements passés. Il les a ajoutés, c'est ça qui est assez curieux. Il, euh, bon, il y a eu ce terreau, si vous voulez, charentais, catholique, etc. Ensuite, il a eu des engagements politiques qui s'expliquent aussi par ses origines familiales. Là, dans pas la droite la plus extrême, contrairement à ce qu'on a dit. Il n'y a aucune preuve de son appartenance à la cagoule, en dehors du fait que certains de ses amis, comme Pierre de Bénouville, qui était son meilleur ami sans doute, l'ont été. Mais enfin, il en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Et je crois qu'il se repose surtout sur des coïncidences. En revanche, ce qui est sûr, c'est que François Mitterrand a été un militant du parti du colonel de la Roque, les Croix de Feu. Oui. On sait même qu'il, contrairement à ce qu'il a raconté, il s'est réinscrit quand les Croix de Feu ont été dissous par le Oui. gouvernement du Front populaire, et que le mouvement s'est reconstitué sous la forme du Parti social français, PSF. On, on a la preuve maintenant que François Mitterrand s'est réinscrit au mouvement, ce qui montre quand même une adhésion assez grande, si vous voulez. Et
Alors ça explique son engagement, enfin son attitude pendant la guerre, parce que évidemment quelqu'un qui sortait de ce milieu-là, bah, il ne faut pas oublier aussi qu'il a été prisonnier de 40 Oui, au début de 42, il est prisonnier, il ne sait pas grand-chose de ce qui se passe en France quand même. Donc il arrive, et finalement il arrive à Vichy, et il est chômeur. Bon, mais le climat, disons, qu'il trouve au fond, éveille une certaine résonance en lui parce que ce que prône Vichy, la Révolution nationale, le retour aux traditions, tout ça, bah, finalement, c'est quand même un peu sa tradition familiale. C'est quand même. Et, mais alors, c'est à partir de là, si vous voulez, qui va évoluer. Alors, il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut, et ça, à mon avis, c'est déterminant, et je crois que j'ai pu l'éclairer dans mon livre grâce à des documents nouveaux. J'ai eu accès à pas mal de lettres de caractère intime, d'où le titre du livre, de l'intime au oui. politique. Il y a notamment une correspondance avec sa cousine, Marie-Claire Sarrazin, qui a été sa maîtresse pendant la guerre, pendant un bref moment, quand il a été abandonné par sa fiancée, qui était Marie-Louise Terrasse, qui est devenue célèbre plus tard sous le nom de Catherine Langer, qui était une des premières speakerines de ce qu'on appelle l'ORTF à l'époque. Et il n'y a aucun doute que cette déception amoureuse a eu des conséquences sur l'évolution intime de François Mitterrand, en ce sens qu'on a l'impression, à la suite de cette déception, je ne sais pas comment dire, on a l'impression qu'il se venge un peu des femmes. Enfin, il devient un don Juan par déception. Il était vraiment amoureux fou de cette jeune femme qui n'a finalement jamais vraiment pas, qui était un peu, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas amoureuse de lui, mais enfin, elle était un peu effrayée, si vous voulez, par la passion dont elle était l'objet. Puis elle était beaucoup plus jeune. Donc ça n'a. Et puis là, ils étaient fiancés, ils se sont fiancés à la veille enfin, au début de la drôle de guerre. Et puis, bon, évidemment, ça n'a pas résisté à la captivité. Quand il est revenu, elle en avait trouvé un autre. Mais ils se sont retrouvés après. Ils se sont retrouvés, ils ont eu une liaison alors qu'il était marié. Et parce que au début, c'était tout à fait, il n'y avait rien de très charnel, disons, dans cette relation. Mais Mitterrand, c'était un bon jeune homme il ne faut pas imaginer Mitterrand jeune comme sous les traits du don Juan qu'il est devenu. Non, c'était pas ça du tout. C'était encore le bon jeune homme catholique. C'était plutôt Imaginez, platonique. oui, un peu platonique, oui, platonique, enfin, je pense. Et puis, il faut imaginer qu'il était membre de la conférence de Saint-Vincent de Paul, quand même. C'est tout à fait étonnant. Donc, ça. Alors, à partir de cette déception amoureuse, si vous voulez, le personnage, je pense que ça a eu vraiment une influence en profondeur, non seulement sur son comportement vis-à-vis des femmes, son comportement privé, mais aussi sur sa façon d'évoluer, disons, dans la société, et puis plus largement peut-être en politique. Parce que Il vous, s'est aperçu à ce moment-là qu'il avait un ascendant sur les autres, parce que et cet ascendant, et on voit ça dans les lettres, il s'en enivre un petit peu. Il voit qu'il a c'est évident que c'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, et qui avait une capacité de séduction très, très développée. Parce que vous dites, vous écrivez que finalement, il n'était pas, il est devenu un homme cynique. Est-ce que ça a joué aussi et en quoi il a été cynique? Oui, il est devenu cynique, si vous voulez, à la suite de enfin, il me semble, hein, et on voit ça dans sa correspondance, il est devenu cynique à la suite de cette déception amoureuse. Autant les lettres qui ont été en partie publiées à Marie-Louise Terrasse montrent un amoureux fou, enfin, c'est vraiment l'amour fou. Autant la correspondance avec Marie-Claire Sarrazin montre un personnage qui est sorti des liaisons dangereuses, c'est-à-dire il la torture, il lui sous-entend qu'il a d'autres
d'autres liaisons, ce qui est d'ailleurs tout à fait possible. Enfin, alors, il s'étonne après ça qu'elle soit un petit peu réticente. Bah, évidemment, c'était quand même un personnage qui n'était pas rassurant. Hein. Donc, et à mon avis, à ce moment-là, il y a un parallélisme qui apparaît, qui se crée entre son comportement privé et son comportement public, disons, et qui commence à être politique dans une certaine mesure, puisque ce jeune homme donc, qui arrive à Vichy au début de l'année 1942, sans beaucoup de bagages. Il est passé par Sciences Po, il a fait du droit, mais il n'a pas de métier. Sa seule occupation, il a été journaliste à l'Écho de Paris, qui était le grand journal de la droite. Enfin, pigiste à l'Écho de Paris avant la guerre, c'est tout. Il n'a pas d'autre profession. Et quand on voit son évolution du début de 42 à la Libération, ça dénote une capacité d'organisation, enfin une grande intelligence, puisque Mitterrand, à ce moment-là, a l'idée, petit à petit, de fédérer il a été prisonnier, donc, et il a l'idée de fédérer les prisonniers de guerre et de se porter à la tête de ce mouvement de prisonniers. Alors on se dit, bah, c'est très altruiste, ça, c'est très bien de s'occuper des... Mais oui, c'est sans doute il y avait peut-être un côté altruiste, mais il y avait aussi une idée politique, parce que vous comprenez bien que quand on contrôle un mouvement qui représente à peu près plus d'1 million de personnes, bah, ça donne quand même une sorte de volant de manœuvre, si vous voulez. Donc, c'est ça qui fait que ce jeune homme qui arrive chômeur au début 42 à Vichy se retrouve ministre à la Libération. C'est ça, parce que c'est le contrôle de ce mouvement de prisonniers qui est quelque chose. Et puis alors, bon, il arrive à Vichy. Alors ça c'était assez connu. Bon, il adhère surtout à la personne du maréchal. Il est très impressionné par le maréchal. Enfin, on sent ça dans les lettres. Mais même Laval, il y a des lettres de lui au moment du retour de Laval en 43 qui sont assez évidentes et il est plutôt favorablement impressionné par le retour de Laval, en dépit du fait que Laval, à ce moment-là, prononce son célèbre discours je souhaite la victoire de l'Allemagne. Alors, à partir de là, il évolue tout de même. Il y a eu le débarquement, mais même le débarquement allié en Afrique du Nord n'a pas eu raison de son adhésion à Vichy. Il y a quand même des gens qui ont commencé à voir un peu clair, enfin à voir que l'Allemagne n'avait plus beaucoup de chances de gagner la guerre. Lui, ça n'a pas été immédiat. Il commence vraiment à rejoindre un embryon de résistance pendant, disons, on peut dire pendant l'été, oui, le printemps, l'été 43, quoi. Et puis ça se matérialise par son départ pour la Grande-Bretagne à l'automne 1943, dans des conditions d'ailleurs qui sont assez peu élucidées, parce que il menait une vie quand même très compliquée. Il dit dans une lettre à sa cousine Marie-Claire Sarrazin, il dit: je mène une vie très, très complexe, double, voire triple, et potentiellement très dangereuse. Il me semble que c'est son expression. Et c'est la vérité, puisqu'il était à ce moment-là en relation à la fois avec le cabinet du maréchal, où il avait un certain nombre d'amis, l'entourage de Laval. Contrairement à ce que l'on a parfois prétendu, je ne crois pas qu'il connaissait directement Bousquet à cette époque-là. Bousquet était quasiment ministre de la police. Mitterrand était encore un tout petit personnage malgré tout. Donc ils n'avaient aucune chance de se rencontrer. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que Mitterrand était ami, il l'avait connu à la faculté de droit, d'un certain Martin, Jean-Paul Martin, qui était devenu le collaborateur de Bousquet. Et donc, si vous voulez, il est à la fois en lien, quand il part pour l'Angleterre, avec le cabinet du maréchal, avec l'entourage de Laval, enfin de Bousquet, puisque Bousquet, c'est ça. Et puis la résistance, mais là, une résistance qui n'est pas du tout gaulliste, c'est une résistance girodiste.
Donc, c'est, voilà. Et il y a une grande incertitude autour de son, je raconte ça, autour de son, c'est difficile d'entrer dans les détails là parce que c'est une affaire très compliquée. Mais aujourd'hui encore, le départ de Mitterrand pour la Grande-Bretagne et son retour d'ailleurs au printemps 44 sont des épisodes qui sont chargés de mystère parce qu'il y a des. Moi, je suis arrivé, en tout cas pour le retour, je suis arrivé à la conclusion que on s'est souvent interrogé sur la clé, enfin, quelle était la clé de ses relations avec Bousquet. Bah, je crois que c'est tout simplement le fait que Bousquet lui a sauvé la vie. Parce que voilà ce qui s'est passé. Donc Mitterrand part à l'automne 43, bon, dans des circonstances encore mal définies aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il voit De Gaulle, il le rencontre à Alger, ça se passe très mal. Ensuite, il va à Londres. Et là, moi, j'ai eu pendant que je faisais ce travail, j'ai eu la surprise, j'ai été contacté par quelqu'un qui était un ami de Mitterrand à cette époque-là, qui était Philippe de Chartres. Philippe de Chartres avait été ministre de Gaulle, ministre de Pompidou. C'était un grand résistant. Et il m'a invité à déjeuner. Il m'a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà ce qui s'est passé. Moi, j'étais avec Mitterrand et Bousquet nous a fait savoir, alors que nous étions en Angleterre, que nous avions été repérés par la Gestapo et il fallait pas que nous rentrions à la date prévue, qu'il fallait prendre un peu plus de temps, sinon nous allions être faits comme des rats. Et donc, il a rendu, Bousquet a rendu, c'est évident, un grand service à Mitterrand. Et je pense que c'est la clé de la relation. Et au moment quand j'ai fini ce livre, comme il y avait beaucoup de lettres inédites, il fallait que j'ai l'autorisation de Mazarine Pinjot pour reproduire ces lettres. Donc, je dois dire elle a donné l'autorisation sans faire aucune pression. Elle a été vraiment tout à fait correcte, voire exemplaire. Elle m'a simplement demandé de venir la voir. Donc, je l'ai rencontrée, on s'est vu pendant 1 heure. Puis à un moment, elle elle m'a dit, comment voyez-vous les relations de mon père avec René Bousquet? Alors, je lui ai dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'étais convaincu que Bousquet l'avait sauvé. Et elle a réagi tout de suite. Elle m'a dit, oui, je crois que vous avez raison, parce que j'ai entendu mon père le dire et ma mère y fait souvent allusion. Je crois que c'est un point qui est quand même maintenant, qui n'est plus contesté par personne. Maintenant, alors, c'est évident que Bousquet n'a pas fait ça pour, comment dire, par grandeur d'âme. Il a fait ça parce qu'il était un type très intelligent. Il voyait bien que la situation évoluait et pas dans un sens très favorable pour lui. Donc, à mesure que le temps passait, il essayait évidemment d'avoir des cautions, des appuis de l'autre côté, enfin, dans le camp des gens qui étaient passés du côté de la résistance. Voilà. Pour, Pardon, j'ai trop parlé, pardon. Non, non, mais en fait, c'est parce qu'on ne va pas tout raconter votre livre non plus, sinon les lecteurs ne Oui, oui. pourront pas Ben le non, bien découvrir. sûr, bien Mais sûr. j'avais une autre question sur le. Parce que vous qui êtes le biographe de plusieurs personnalités politiques du XXe siècle, comme. Enfin, qu'est-ce qui distingue un Mitterrand, d'un De Gaulle, d'un Giscard d'Estaing, d'un Mendès France, vous qui les avez étudiés, justement, ces personnages? Ce qui distingue Mitterrand, c'est avec De Gaulle, il partage, à mon avis, une seule chose, c'est la conviction très tôt qu'ils ont l'un et l'autre qui sont appelés à jouer un très grand rôle. Il y a une anecdote qui montre ça. Mitterrand, pendant la guerre, se promenait dans les rues de Vichy avec des amis, dont le futur écrivain Jacques Laurent. Je ne sais pas, vous voyez qui c'est. Il a siégé ensuite à la fin de sa vie à l'Académie française. C'est un écrivain de droite, droite très très affirmé. Hein. Il faisait partie des hussards, quoi, ce qu'on appelait les hussards dans les années 50. Et donc, il était à Vichy avec Mitterrand pendant la guerre. Il se promenait Jacques Laurent a raconté ça. Il se promenait dans les rues de Vichy. Puis c'était après le débarquement allié en Afrique du Nord. Et il y avait dans les ventures des magasins, il y avait le portrait du maréchal. Alors, un certain nombre de ses amis disaient oui, bientôt il y aura un autre portrait, parce qu'ils pensaient bien évidemment que De Gaulle allait s'imposer. Et Mitterrand leur a dit oui, peut-être, il y aura peut-être De Gaulle, mais enfin, un jour, vous verrez, c'est moi qui serai dans ces
à l'aventure des magasins. Et non, c'est quelqu'un dont le destin est très. Il a eu très tôt peut-être pas autant que De Gaulle, parce que De Gaulle, à 15 ans, il imaginait sauver la France. C'est un peu moins affirmé chez Mitterrand, mais au fond, dès la fin de la guerre, dès il se retrouve quasiment ministre, très jeune, il était le plus jeune ministre de la République, il a cette conviction. Alors, c'est un peu aussi, bon, Valéry Giscard d'Estaing prétendait mais je crois que c'était une coquetterie, qu'il avait l'ambition d'être ingénieur des eaux et forêts, enfin qu'il n'avait pas l'intention de faire une carrière politique, que c'est le hasard finalement qui l'a. Je ne le croyais pas complètement. Je pense que le destin que Giscard, très tôt, a eu l'impression le sentiment qu'il pouvait accéder au plus grand poste. Euh, alors en revanche, ça n'a pas été du tout le cas de Pompidou. Pompidou, c'est un destin qui n'est absolument pas prémédité. Mendès France aussi, Mendès France, c'est un destin très programmé. Il est très jeune, mais alors lui, pas complètement abouti, puisqu'il a au fond, il a été président du Conseil 7 mois et 17 jours. Et il a joué un rôle moral, enfin un rôle d'influence important. Non, ce qui distingue Mitterrand, c'est son caractère, le fait que c'est un homme tout à fait extraordinaire qu'on a du mal à définir. Moi, je l'ai défini à la fin de mon livre. Je dis c'est un personnage qui fait penser à Dimitri Karamazov, l'un des héros de Dostoïevski, qui est à la fois cynique et idéaliste et sincère dans les deux cas. Si vous voulez, quand je disais, si vous voulez, que Mitterrand ne reniait jamais rien, bah c'est ça. Il y avait une dose d'idéalisme certainement chez lui qui venait de son enfance catholique, qu'il n'avait jamais complètement renié et qu'il a, semble-t-il, retrouvé in fine, puisque on sait malgré tout quelles étaient exactement ses convictions intimes. C'est difficile de dire. On sait que quelques jours avant sa mort, il a simplement dit, je crois que c'était son collaborateur Rousselet qui venait de l'interroger un peu sur ses dispositions à prendre après sa mort. Il a eu cette phrase: une messe est possible. Bon, ça, c'est tout à fait Mitterrand. C'est vraiment l'ambivalence. Je crois que c'est ça qui le caractérise. C'est un personnage très, très, très bizarre, très curieux. Ce que Dostoïevski appelait une nature large, c'est-à-dire avec un double visage, un côté idéaliste qu'on voit pendant une partie de sa jeunesse, qui réapparaît au moment où il devient socialiste, parce que incontestablement, il a dû y croire un peu. On sent bien qu'il est porté par un élan. Je pense que c'est faux de dire que c'est complètement un comédien, mais il y a toujours eu une part de sincérité dans sa démarche, mais à cette réserve près qu'il y avait aussi le cynique qui était toujours, au fond, à l'affût. Mais est-ce qu'on peut dire du coup que François Mitterrand était plutôt un visionnaire ou alors plutôt quelqu'un qui a subi son Ah siècle? non, Parce que c'est vrai qu'il n'a pas anticipé, il non, a non, anticipé la chute du mur de non, non, Berlin. non, je pense pas du tout. Le talent de Mitterrand n'est pas du tout un talent visionnaire. C'est plutôt un talent d'adaptation à son. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un homme qui a duré, surtout. Il a duré, et en ce sens, on peut le comparer, ça ne lui aurait pas plu, mais enfin, c'est Thiers, si vous voulez, sous la Troisième République. Thiers était un personnage qui est un peu caméléon, qui a réussi à survivre à beaucoup de régimes. Mitterrand détestait Talleyrand, mais il le détestait sans doute parce qu'il lui ressemblait un peu. Alors, Mitterrand, à mon avis, n'a pas l'œuvre parce que l'œuvre diplomatique de Talleyrand est quand même n'est pas négligeable après le congrès de Vienne. Il réussit quand même à rétablir la position de la France qui a été très, très compromise par Napoléon. Et ça, c'est quand même un exploit que Mitterrand n'a pas. Bon, l'époque n'était pas la même, mais on voit bien qu'il était, si vous voulez, il était par exemple, oui, la réunification allemande, bon, c'est pas tout à fait exact de dire qu'il a voulu la freiner à tout prix, mais enfin, il l'a pas vu venir. Et
Ça m'a beaucoup frappé. J'ai eu le privilège pour ce livre de pouvoir. J'ai eu une conversation de un peu plus d'une heure avec Gorbatchev. Et donc, j'ai pu vraiment l'interroger sur Mitterrand, qu'il avait vraiment bien connu. Et il m'a dit que Mitterrand lui avait dit une fois: j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Alors, je lui ai dit: mais cette phrase, elle n'est pas de Mitterrand, elle est de François Mauriac. Alors, Gorbatchev m'a dit: bon, ben, ma fille enseigne la littérature française, je lui demanderai qui était François Mauriac. Mais en tout cas, c'est symptomatique, si vous voulez. Au moment de la réunification allemande, quand l'histoire tout d'un coup s'emballe, il a le réflexe d'un homme de sa génération. Il est né en 1916, bah, ça peut se concevoir, mais c'est pas quelqu'un c'est pas le réflexe d'un visionnaire. C'est quelqu'un qui essaye qui est plutôt dans l'atermoiement, si vous voulez. Je, et si on voit aussi le bilan qu'il a laissé sur le plan intérieur, pratiquement, si vous regardez bien, toutes ces réformes en dehors de la peine de mort qu'il a supprimées contre l'opinion publique, ça faut lui, sans doute d'ailleurs parce qu'il avait la conscience pas trop tranquille. Il avait, quand il était ministre de la Justice, Guy Mollet, on sait maintenant qu'il avait émis des avis favorables aux exécutions de militants du FLN, alors que le président de la République ou Mendès France était d'un avis différent. Donc il y a à peu près 50 personnes qui ont été guillotinées à la suite de ses. Donc je crois que ça a pesé au moment où il a pris cette décision pour la peine de mort. C'est ce que j'ai retenu d'un entretien avec Robert Badinter. Mais si vous considérez les autres réformes, la durée du travail, les retraites, etc., bah, elles ont toutes été démenties, si vous voulez, par l'événement. On peut pas dire que Mitterrand n'a absolument pas anticipé l'allongement de la durée de la vie. Et on voit bien tous les problèmes qui se posent aujourd'hui viennent en partie de là. Donc, je dirais que finalement, l'économie a fini par se venger de ce président qui la méprisait. Alors, dernière question, Éric Roussel. Je rappelle que je suis avec vous pour parler de votre livre réédité aux éditions de Tempus de chez Perrin, François Mitterrand, de l'intime au politique. Dernière question, quel héritage a laissé François Mitterrand à la France? Et est-ce que la vie politique française actuelle lui doit quelque chose alors qu'elle n'a, on va dire, plus grand-chose à voir tout de même avec l'époque de François Mitterrand? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se réclament du gaullisme, y compris quasiment 80 ans après. Est-ce qu'il y en a d'autres qui parlent du mitterrandisme? Est-ce qu'il y a un héritage vraiment qu'il a laissé? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un héritage. Le parti dont il a pris le contrôle et dont il a fait un instrument de gouvernement formidable, le Parti socialiste, n'existe plus. Donc, vous direz aussi que le Parti gaulliste n'existe plus, mais enfin, De Gaulle a quand même laissé une trace beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde. Euh, non, si vous voulez, Mitterrand, c'était un talent, voire un génie. C'est quelqu'un qui s'adaptait. Donc, il a toute l'originalité du mode d'exercice du pouvoir de Mitterrand était dans les moyens, dans l'habileté si vous voulez, à apparaître toujours, au fond, au centre d'événements même quand qui ne paraissaient pas complètement les maîtriser. Enfin, il avait cette capacité à. Mais il n'y a pas eu, encore une fois, de capacité d'adaptation. Alors, il y a forcément quand même un héritage. L'héritage, je dirais qu'il est. Comment dire. C'est un jugement, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement un constat. Mitterrand est sans doute celui qui a perçu ce qu'on pouvait tirer de l'effet mai 68, si vous voulez. L'élection de Mitterrand en 1981, elle s'explique, à mon avis, par un effet différé de ce qui s'est passé en 68. Giscard avait fait un certain nombre de réformes de société. Il était lui aussi obsédé par ce souvenir de mai 68. Il ne voulait pas que ça se reproduise. Mais il n'a peut-être pas. Mitterrand, lui, a vu qu'il fallait que s'il voulait arriver au pouvoir, il fallait qu'il aille au-delà, c'est-à-dire qu'il capte toute
ce bouillonnement qui s'était fait jour en mai 68. Et il a vu qu'il y avait une génération qui était prête à prendre les commandes. Et il a eu l'habileté, si vous voulez, de gérer ça, de l'institutionnaliser un petit peu. Est-ce que ça a été une œuvre vraiment durable? Moi, je crois que ce qui reste surtout de Mitterrand, c'est un personnage. C'est un formidable personnage romanesque. C'est un des personnages les plus romanesques de l'histoire de France. Si on voulait finir d'un mot, Mitterrand, c'est Casanova devenu président de la République. Éric Roussel, merci. Merci.